Il y a des instruments qu'on comprend rien qu'en les regardant. Et puis il y a le jangu. À première vue, on dirait un sablier fait de bois, de cuir et de cordes. Mais dès qu'on l'entend, on comprend que c'est autre chose. Un tambour à deux voix distinctes, deux côtés qui répondent différemment, et une construction qui ne ressemble presque à aucun tambour occidental. Voilà pourquoi, même si c'est un instrument traditionnel, il paraît encore étrange aujourd'hui. Pas seulement à cause de sa forme, mais parce qu'il doit être d'une précision folle pour fonctionner correctement. Aujourd'hui, on va voir l'art de fabriquer un jangu en Corée, l'un des tambours les plus spéciaux d'Asie. Un processus artisanal où presque tout se règle à la main, mais où on utilise aussi des machines quand il faut de la précision, par exemple pour profiler le bois ou égaliser certaines épaisseurs. On avance étape par étape, du tronc jusqu'au premier coup. Numéro 1. Choisir le bois et planifier le corps. Le cœur du jangu, c'est son corps, cette pièce de bois en forme de sablier. Et ici, le bois n'est pas choisi pour l'esthétique seulement, il est choisi pour son comportement. Un corps trop lourd peut tuer la résonance. Un bois trop tendre peut se déformer avec le temps ou se fendre sous la tension des cordes. En Corée, on utilise des bois durs et stables, et l'artisan cherche des pièces avec un fil relativement régulier, sans gros nœuds et sans fissures cachées. Le séchage compte énormément. Si le bois n'est pas bien stabilisé, le corps bougera après fabrication, et ça change l'accordage et la réponse du tambour. C'est pour ça que beaucoup d'ateliers travaillent avec du bois qui a reposé longtemps, et qu'ils surveillent l'humidité de l'atelier pour éviter que le matériau ne se dilate ou ne se rétracte d'un coup. Avant même de couper, l'artisan décide la taille finale de l'instrument. Tous les jangus ne sont pas identiques. Il y a des versions pour la tradition, pour l'accompagnement, pour la scène, et la taille influence à la fois le volume et la tension nécessaire pour l'accorder. Cette décision de départ conditionne tout le reste. Numéro 2. Donner la forme extérieure, symétrie et équilibre. Une fois le bois prêt, on commence à sortir la forme. Ici, l'aide de la machine est fréquente, parce que profiler un corps parfaitement symétrique est très difficile si on part de zéro uniquement à la main. Beaucoup d'artisans utilisent un tour ou une machine de dégrossissage pour créer le volume général et s'assurer que les deux côtés sont équilibrés. Mais la machine ne termine pas le travail. La forme finale est corrigée à la main, parce que la sensation de l'instrument dépend de détails minuscules. Le col central ne doit pas être trop fin, sinon il perd en résistance. Et s'il est trop épais, le son devient plus fermé, plus lourd. L'artisan cherche le point où la structure supporte la tension tout en restant vibrante. On contrôle aussi le poids. Un bon jangu doit être solide, mais aussi maniable. Une partie de la maîtrise, c'est d'enlever de la matière là où on peut, sans affaiblir les zones critiques. Numéro 3. Creuser l'intérieur, la partie qui décide du son. Une fois l'extérieur défini, on arrive au travail le plus déterminant, l'intérieur. Un jangu n'est pas un bloc plein, c'est une chambre acoustique. Le fait de bien le creuser fixe la résonance, l'attaque et la profondeur. On ouvre le corps et on taille l'intérieur pour obtenir une épaisseur plus uniforme là où c'est utile, et plus épaisse là où il faut de la solidité. On utilise des outils manuels et, dans certains ateliers, des machines pour égaliser des épaisseurs de façon régulière. Mais l'ajustement final reste artisanal, parce que chaque pièce de bois réagit différemment. Une chambre trop large peut donner un son ample mais difficile à contrôler. Une chambre trop fermée peut sonner sec. L'artisan équilibre le volume interne et la rigidité du corps pour obtenir de la projection sans instabilité. Numéro 4. Préparer les bords qui recevront le cuir. Les deux extrémités du jangu ont des bords précis sur lesquels les peaux vont s'asseoir. Si ces bords ne sont pas parfaitement plats, la peau ne se pose pas bien et le tambour ne s'accordera jamais de façon uniforme. Ici, on travaille avec une exigence très claire. On met les surfaces à niveau, on adoucit les arêtes pour qu'elles ne coupent pas le cuir et on crée de petits profils qui permettent au système corps et peau de travailler sans déchirure. C'est un de ces moments où on voit l'expérience du fabricant. Parce qu'un bord mal fait oblige à forcer la tension, et forcer la tension, ça casse. Numéro 5. Choisir le cuir et décider quel côté sera lequel. Le jangu a deux peaux, et elles ne sont pas équivalentes. En général, un côté est pensé pour un son plus aigu et plus net, et l'autre pour un son plus grave et plus rond.
La sélection du cuir est donc fondamentale. On choisit la peau selon l'épaisseur, la densité et la régularité. Une peau irrégulière peut produire des zones qui sonnent différemment sur le même parchemin. Et il faut décider quelle peau ira de quel côté, parce que le comportement change. Dans la pratique, l'artisan sait que le bois, la taille et le cuir doivent fonctionner ensemble. Le but n'est pas juste de mettre deux peaux. On veut un contraste entre les deux côtés, mais un contraste utilisable, pas caricatural. Numéro 6. Tanner, étirer et préparer les peaux. Avant le montage, le cuir est préparé. On l'humidifie, on le nettoie, on l'étire et on le découpe. Certains ateliers traitent eux-mêmes une partie du cuir, d'autres travaillent avec des peaux déjà préparées, mais dans tous les cas, il y a une phase d'ajustement. On retire un excès d'épaisseur si nécessaire, on uniformise la tension et on cherche une réponse homogène. Ici, des outils et du pressage peuvent aider, parce qu'obtenir une tension régulière sur une grande peau n'est pas simple uniquement à la main. Et il y a un point crucial, le cuir change en séchant. L'artisan anticipe donc le résultat après perte d'humidité. Si tu montes parfait quand c'est humide, une fois sec ça peut être trop tendu. Si tu montes trop lâche, une fois sec ça peut être sans vie. Cette étape, c'est de l'expérience pure. Numéro 7. Montage avec les cordes. Le système d'accordage du jangu. On arrive à ce qui rend le jangu immédiatement reconnaissable, le système de cordes qui relie les deux peaux et permet d'ajuster la tension. Au lieu de vis métalliques, comme sur beaucoup de tambours modernes, ici on tend des cordes et on règle des points d'attache. On place les peaux de chaque côté, puis on les relie avec la corde selon un schéma précis. Ensuite, on commence à tendre progressivement, en équilibrant les deux côtés pour éviter de tordre le corps. Si on tend trop vite, on peut déformer l'instrument ou déchirer le cuir, donc l'artisan alterne les points, vérifie l'alignement et observe la réponse de chaque peau. Sur certains modèles, on ajoute des pièces de tension qui aident à verrouiller le réglage. Sur d'autres, on reste sur des nœuds traditionnels. Dans les deux cas, la règle est la même, tension uniforme et contrôle. Numéro 8, premier accordage, écoutez avant de terminer. Une fois le tambour monté, il n'est pas encore fini. On l'accorde une première fois. Et cet accordage n'est pas l'accord final, c'est un point de départ. On teste l'attaque, la résonance, le contraste entre les deux côtés et la stabilité du cuir. L'artisan frappe à différents endroits, écoute si certaines zones sonnent plus haut ou plus étouffées, puis corrige la tension des cordes pour équilibrer. Il vérifie aussi si le corps vibre correctement ou s'il y a des bourdonnements indésirables. Cette étape est importante parce qu'elle révèle des problèmes invisibles avant. Un bord mal assis, une peau tendue de façon irrégulière, une corde mal répartie, tout ressort ici. Le premier accordage est aussi une inspection. Numéro 9. Finition du corps, protéger sans tuer la résonance. Quand l'instrument répond comme il faut, on termine la finition extérieure. On ponce le corps, on adoucit les zones de contact et on applique une protection contre l'humidité et l'usure. Il y a une règle, protéger sans trop sceller. Une finition trop épaisse amortit la vibration. Donc on applique des couches fines et on polit correctement. Certains ateliers gardent un aspect plus naturel, d'autres recherchent un ton plus sombre ou plus lustré, selon le style traditionnel. Numéro 10. Test final, stabilité et caractère de l'instrument. Dernière étape, tester le jangu comme en situation réelle. Pas seulement un coup isolé, mais des motifs, des changements d'intensité et la réponse des deux côtés. On vérifie s'il garde son accord, si le cuir se stabilise après plusieurs minutes de jeu, et si le contraste entre les deux sons est net. Si nécessaire, on retend les cordes, et parfois, après un temps de repos, on refait un contrôle, parce que le cuir finit de se placer, et le bois s'adapte à la tension. Fabriquer un jangu, c'est construire une chambre acoustique, la tendre avec un cuir vivant, et l'accorder avec des cordes, le tout dans un équilibre permanent. Voilà pourquoi c'est l'un des tambours les plus rares d'Asie et aussi l'un des plus fascinants. Si le process t'a plu, abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir ensuite. Un gayakjeom, un tambour buk ou une flûte traditionnelle coréenne.